Rien. C'est parti. Non, mais tu peux couper le micro quand même, s'il te plaît? Mais la dernière fois, j'avais coupé le micro, moi. J'avais appuyé sur un truc. Non. Ah bon, d'accord. C'est eux qui coupent les micros. On entend encore Jean et Annick. Non, c'est bon, je vérifiais si l'enregistrement était en cours. Donc, je vais refaire mon partage d'écran. Voilà, c'est parti. OK. Alors, on va aborder ce soir le... Est-ce que d'abord, vous m'entendez tous bien? Pas de problème? Non, On tout peut va pas bien. répondre. C'est bon le son ou pas? Ouais, c'est bon. OK, merci. Oui, c'est bon. Alors, on avait commencé la semaine dernière à aborder les outils de retouche locale. On était passé sur le filtre gradué, le filtre radial, le pinceau de retouche. On va aborder aujourd'hui un autre outil qui s'appelle le masque de gamme. Alors, je reprends rapidement ce que l'on avait fait la semaine dernière parce que ça avait été un petit peu, j'avais oublié d'enregistrer. Donc, je rappelle que on dispose du filtre gradué qui permet de définir un masque de façon graduée qu'on peut descendre du haut vers le bas ou que l'on peut remonter du bas vers le haut en fonction de la zone que l'on veut masquer. Une fois que ce masque est activé, on voit sur la droite ici un panneau avec un certain nombre de réglages. Les réglages habituels que l'on trouve dans les réglages de base, la température de couleur, enfin la balance des blancs, la teinte, les curseurs de tonalité, la présence, saturation, netteté, bruit, etc. Et toujours notre petite possibilité de sélectionner une couleur pour pouvoir coloriser une zone que l'on souhaiterait voir changer de couleur éventuellement, ou mélanger les couleurs pour donner quelque chose de différent. Un autre aspect à la photo, si on veut rentrer dans la partie créative. Le filtre radial a également une possibilité de travailler soit à l'intérieur de l'ellipse, ou soit à l'extérieur en désactivant la touche inversée qui se trouve ici en bas à droite. On règle bien sûr le contour progressif. Nous avions aussi le pinceau. On a un super pinceau qui permet, là si je l'efface ça ne peut pas marcher, un pinceau qui permet donc de masquer des zones, soit en peignant, soit en cliquant, de façon... Alors là, ce sont plus des aplats, ça permet de... Je suis en train de régler la taille. Ça permet de peindre comme avec un pinceau sur un endroit qui pourrait être comme ceci, voilà, en supposant qu'on est dans un coin un petit peu d'ombre et qu'on veuille remonter les ombres uniquement dans cet endroit-là. Et toujours ces outils pour éviter de travailler sur l'ensemble de la photo et d'affiner beaucoup mieux les réglages de lumière et autres couleurs, etc. Sur ces trois outils, à chaque fois qu'on appuie sur ces outils et qu'on les active quelque part, j'ai pas pris le bon, on va prendre le dernier. Quand on a activé un outil quelque part, on a en bas du panneau ici un menu qui s'appelle masque de gamme. Alors, masque de gamme, c'est un outil qui a été facilité, qui a été créé pour faciliter des corrections multiples qui peuvent être parfois très longues s'il s'agit d'aller passer le pinceau sur une vingtaine d'endroits. Et donc, on va utiliser... Pourquoi ça craque comme ça? C'est bizarre. On va utiliser ce masque de gamme de façon à
comment sélectionner des zones sur toute l'image ou sur une partie de l'image, des zones en jouant soit sur la luminance, soit sur la couleur. On va faire des exemples et je pense que vous allez comprendre après pour ceux qui ne connaissent pas. Je redis encore une fois, comme je l'avais fait la dernière fois, que cet outil et ces outils ne peuvent pas remplacer l'efficacité de Photoshop dans sa subtilité, dans sa finesse et dans sa précision et dans l'aboutissement jusqu'à vraiment obtenir la perfection. C'est pas qu'on peut pas être parfait sur Lightroom, c'est que c'est quand même un tout petit peu plus grossier, et notamment quand il s'agit de détourer, quand il s'agit d'affiner des zones. Et évidemment, Photoshop est là pour accomplir ce travail. Et notre ami Jean-Michel, je veux pas que ce soit un concurrent. D'ailleurs, j'essaye maintenant de m'intéresser à Photoshop, maintenant que je maîtrise un petit peu mieux Lightroom, pour aller travailler des photos qui en valent la peine de façon plus pointue, on va dire. Mais bon, avec Lightroom, et pour ceux qui n'auraient pas envie d'aller sur Photoshop, ces outils de retouche locale vous permettent vraiment d'améliorer vos photos en jouant sur des zones particulières. Donc, l'idée, c'est d'appliquer donc sur une ou plusieurs zones à modifier un ou plusieurs masques qui permettra de jouer donc sur la couleur ou sur la luminance. Quand on ouvre le menu masque de gamme, par défaut, il est désactivé. Enfin, il est écrit dans le menu désactivé. Et on a deux possibilités. Soit de jouer sur la couleur, soit de jouer sur la luminance. La couleur, c'est clair. La luminance, c'est donc la luminosité. Ton clair, ton foncé. On peut jouer aussi sur des tons moyens, mais ça marche mieux sur les tons sombres et les tons clairs. Et c'est plutôt dans ce but qu'on peut l'utiliser. L'option profondeur, elle ne s'applique pas pour tous nos matériels photo traditionnels. Elle est plutôt destinée à certains téléphones portables, et notamment les Huawei, qui ont un concept un peu particulier. Comme je n'ai pas de Huawei, eh bien, je n'ai pas été plus loin dans ce qui concerne la profondeur. Ça ne touche pas les photos habituelles que l'on fait en RAW avec nos appareils traditionnels, Canon, Nikon, Fuji, Pentax, etc. Donc, une fois qu'on a sélectionné l'outil de retouche, le panneau de masque de gamme va s'activer. Donc, tant que je n'ai pas agi sur la zone, on ne voit pas le masque de gamme. Hop, ça y est, c'est fait. Maintenant, masque de gamme, on peut choisir ce qu'on va pouvoir faire. Je vais donc maintenant faire un exemple à partir de la gamme couleur. Prenons comme exemple une photo avec un ciel bleu, des nuages et la terre, en l'occurrence ici, une plage. Imaginons qu'on veuille un peu modifier les parties bleues. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de zones bleues qui ne sont pas jointes, elles sont séparées par des nuages, gris, blanc, etc. Donc, il va être assez compliqué d'aller sélectionner par-ci, par-là, etc. Donc, il y a des solutions, et notamment une qui consiste à tout d'abord créer un masque sur l'ensemble de la zone que l'on veut modifier, là où on a tous nos bleus. Il y en a un petit peu ici, mais encore une fois, ce sont des cas d'école, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Ne jugez pas le côté artistique, etc. C'est uniquement pour montrer comment tout fonctionne. Donc, on va travailler, par exemple, on décide de modifier les bleus, leur saturation ou autre, on va voir après, dans toute cette zone du ciel. Donc, on va prendre, par exemple, un filtre gradué. Ce filtre gradué, je vais le descendre jusqu'à la zone délimitant le ciel de la Terre. Ce qui fait que là, on voit bien que le masque que j'ai activé avec la touche O,
ou là que je désactive. Je remets bien sûr tous les effets à 0, ce que je n'avais pas fait. Donc le masque ici est appliqué, on voit bien qu'il est appliqué au bon endroit. Et donc on va maintenant décider de travailler uniquement sur les zones bleues. Donc le masque de gamme, je l'active sur la couleur. À ce moment-là apparaît un menu avec une pipette et un curseur qui pour l'instant n'est pas encore actif, mais qui va l'être bientôt. La pipette va servir à aller prélever la couleur que l'on veut modifier. Si je emmène la pipette ici, dans ce coin-là, je vais sélectionner un bleu, le bleu qui est marqué ici par la pipette. Donc il est évidemment plus foncé que le bleu qui se trouve ici, ou qui se trouve ici, ou qui se trouve là. Si on a un aplat complet, on peut se contenter d'un seul point de couleur si on est sûr que la couleur est la même. En revanche, dans le cas présent, Lightroom permet de définir 5 points de couleur. Et quand je dis 5 points, ça peut être également 5 zones. Il suffit d'appuyer sur la touche majuscule. À ce moment-là, vous voyez qu'en appuyant sur la touche majuscule, j'ai un plus qui apparaît à côté de la pipette. Et je vais positionner la pipette sur une autre couleur. Donc ici, j'ai donc 2 points. Je peux aller jusqu'à 5. Donc je vais maintenant montrer une autre façon de sélectionner la couleur ou une plage de couleurs en glissant et en traçant un rectangle horizontal, vertical, comme vous voulez, étroit, pas étroit. Et donc ce rectangle va prendre toutes les couleurs qui sont ici. Si j'appuie sur la touche Alt, j'ai une paire de ciseaux que je vais cliquer sur le point pour l'effacer parce que je me dis qu'ici ça ne servait à rien. Autant aller chercher une petite zone de couleur à cet endroit-là, qui va s'additionner aux 2 nuances de bleu précédentes. On va en mettre encore une ici. Et pour l'exemple, j'en prends encore une dernière là. Voilà. Jusque-là, on a donc sélectionné ici des plages de couleurs. Qu'est-ce qui va se passer? On va appuyer sur la touche Alt et nous avons ici un curseur de niveau qui va se transformer en noir et blanc pour montrer l'application du masque là où les modifications pourront être effectuées. En blanc, c'est là où ce sera effectué. En gris, pratiquement pas. Et en noir, pas du tout. Si je bouge le curseur, que je le descends vers la gauche, progressivement, je ne sélectionne que les bleus. Toutes les zones de bleu sont sélectionnées comme ça. Vous voyez? Donc, il n'y a pas à s'embêter à aller passer le pinceau partout. Il suffit de faire ça. Une fois que j'ai vérifié que j'avais bien, j'appuie sur la touche Alt et je touche à la courbe de niveau. Donc après, évidemment, on peut affiner la sélection en bougeant le curseur. On verra le résultat après. Je vais maintenant modifier le bleu en l'occurrence. On va, imaginons, changer. Là, je monte des tons chauds. C'est pas trop le bon truc. Je vais baisser l'exposition, par exemple. Alors, il faut y aller doucement parce qu'il peut y avoir ici des artefacts. Encore une fois, il ne faut pas faire trop de modifs trop violentes. On est là, comme toujours, dans la subtilité. Je vous montre simplement les effets que ce masque permet de faire. Donc, je vais retourner dans le masque de gamme, sur le comment? Sur le... Ouais, j'ai tout raté là. J'ai appuyé là où il ne fallait pas. Excusez-moi. En fait, si, voilà, c'est fait quand même. Alors, si on applique le masque traditionnel, vous voyez que les zones bleues ont bien été masquées. Et ça permet, par exemple, en travaillant sur la correction du voile, d'aller... là, j'exagère, mais vous voyez qu'on ne travaille que sur les bleus et non absolument pas sur les nuages, ni sur la plage, même si je descends ici le masque, il y aura peut-être des bleus ici qui vont bouger, quoique je ne les ai pas sélectionnés, ça m'étonnerait.
on va recommencer à appliquer le masque de gamme. Bon, celui-ci bouge un petit peu là, à gauche. Bref, voyez le principe, on a sélectionné une couleur. On pourrait faire la même chose. Il faudrait que je prenne pour sélectionner, par exemple, le jaune de la plage, en imaginant. Donc, c'est pour le jaune de la plage, je vais faire terminer, bien sûr, terminer mon traitement. Je vais prendre un filtre radial que je vais allonger tout le long de la plage. Alors, je n'ai pas besoin d'être très précis puisque on va sélectionner une couleur à l'intérieur de la zone. Donc, si on sélectionne les jaunes, il ne prendra pas les bleus ni les gris. Donc, on peut être un peu large et on va cette fois refaire un masque de gamme par couleur. On va sélectionner à nouveau avec la pipette. On va sélectionner ici une première zone, une deuxième, et puis une troisième ici. Ça devrait faire l'affaire, au moins pour notre exemple. Si je prends le masque de niveau, la courbe de niveau, en appuyant sur Alt, vous voyez que c'est magique, ça a sélectionné. Alors là, il y a un peu de ciel qui est sélectionné, donc je vais descendre la courbe de façon à limiter l'effet du masque uniquement sur la zone jaune de couleur qu'on a bien voulu faire. Au cas où on se serait trompé, qu'on ait sélectionné une zone qui ne nous plaît pas, rappelez-vous que dans chaque menu de l'outil que l'on a utilisé pour masquer globalement, on a ici un pinceau intégré qui permet, en activant le masque de gamme, de dire moi, les deux zones qui sont sur la plage, je n'en veux pas. On appuie sur la touche Alt pour passer le pinceau en effacé, en négatif. Et on va ici enlever le masque que l'on avait sélectionné par la couleur. D'accord ? Alors, là, ça tombe mal parce que c'était du jaune, mais peu importe. C'est pour montrer l'effet. Donc là, le masque que j'ai sélectionné, donc c'est bien à l'intérieur du filtre radial que j'ai sélectionné une couleur. On est d'accord. Et donc, cette fois, on va supprimer le masque. On va, imaginons, donner un petit peu plus d'exposition sur le sable, un peu plus de clarté, par exemple, de façon à le faire ressortir avec notre ciel, qui est un petit peu foncé, mais c'est encore une fois, c'est pour l'exemple. Voilà, ça c'était pour la couleur, donc on peut répéter ça ici sur les grilles, on peut répéter ça, pardon, un petit peu partout. Toutes les photos valent pas la peine de faire ça. Il faut bien comprendre qu'on peut des fois régler ça uniquement avec l'outil, on n'est pas obligé d'être... Mais ça permet d'être précis et de faire des choses, je trouve, assez intéressantes dans certains cas. Je vais maintenant passer... je vais maintenant passer à l'autre possibilité. Pardon ? Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Oui, bien sûr, toujours. En fait, juste pour dire, c'est que ce masque, en fait, il est intéressant, je pense, quand vous voulez faire éviter le bruitage ou rendre, par exemple, un ciel qui a trop de petits points. Vous pouvez jouer sur la netteté aussi. Donc, ce n'est pas seulement sur les couleurs. Bien sûr, bien sûr. Et sur d'autres paramètres, c'est très intéressant. Absolument. Donc là, je pourrais jouer sur la texture, par exemple. On en rajoute un petit peu à l'écran, ça se voit peut-être pas. Je peux rajouter des noirs pour modifier la couleur. Je peux également, on va remettre les effets, on va enlever du noir. Si on veut avoir du sable vert, ce qui est tout à fait possible, Jean-Michel, qui fréquente le Cap-Vert, a déjà vu du sable vert au Cap-Vert. On peut ajouter une couleur verte sur le sable qu'on peut saturer, qu'on peut foncer en appliquant la correction du voile.
vous pouvez jouer. Là, je ne parle pas du côté artistique, mais vous avez toutes les possibilités de vous amuser avec des zones que vous aurez sélectionnées par la couleur et maintenant par la luminance, comme je vais vous montrer. On va travailler pour la luminance avec le blanc des nuages. J'appuie sur terminer. Donc la luminance, c'est le même principe, mais c'est un tout petit peu différent, mais il n'y a pas grand-chose. Imaginons qu'on veuille éclaircir uniquement les blancs des nuages. Uniquement le blanc des nuages. Ce n'est pas évident. Si vous appliquez un filtre gradué, ou plutôt si même sans filtre, vous voulez monter les blancs, on voit bien que, si je n'ai pas fait sur terminer, ça ne va pas. Si je monte les blancs, eh bien, on va monter les blancs de toute la photo. Hein? Alors, bien sûr, si on dose un tout petit peu, on va augmenter les nuages, mais tout évolue en blanc, ce qui n'est pas le cas avec le masque ou de couleur, parce qu'on pourrait utiliser le blanc comme couleur, mais là, c'est pour vous donner l'exemple du masque de luminance ou de luminosité. Donc, on va y passer tout de suite. Cette fois, on ne va pas prendre un filtre gradué, ce n'est pas la peine. Je vais juste prendre un pinceau, puisqu'on peut utiliser le pinceau. C'est bien l'occasion de montrer comment ça fonctionne. J'appuie sur le masque et je vais passer le pinceau sur toutes les zones que je voudrais blanchir un petit peu plus. Alors là encore, on peut déborder, il n'y a pas de masque automatique. Enfin, je l'ai coché, mais ça ne sert à rien. Il suffit simplement d'aller aux endroits où on a envie d'avoir du blanc, puisqu'on va jouer que sur la luminosité et on va choisir la luminosité, on va la sélectionner avec des curseurs que je vais vous montrer dans quelques instants. Voilà, hop, on vient ici un petit peu pour donner un peu de peps. OK, voilà. Ah, tiens, je vais remettre un petit coup dans le coin là. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait mon match, je vais le désactiver puisqu'on sait où on est positionné. Je vais enlever les effets, il ne faut pas y oublier. Ensuite, je vais me positionner sur le masque de gamme Luminance. Et cette fois, ça ouvre un panneau avec une pipette, parce qu'on pourrait imaginer aller chercher avec la pipette les différentes zones. On peut aussi jouer, bien sûr, sur la luminance d'une zone, d'un aplat, d'un endroit particulier. Mais dans l'exemple, et ce qui est le plus souvent le cas, je vais afficher. Alors, on a donc la pipette, on a une coche pour afficher le masque de luminance, on va le faire après. On a ici un curseur gamme qui va permettre de sélectionner soit les zones sombres, soit les zones claires. En l'occurrence, nous, on va sélectionner les zones claires. Et puis le lissage qui va permettre de réduire et d'affiner encore la sélection qu'on aura faite. Donc, on va donc afficher le masque de luminance. Et vous voyez qu'on voit bien toutes les zones que j'ai sélectionnées ici. Donc, si je modifie le masque de gamme, je vais dans le mauvais sens, je vais donc augmenter les tons clairs. Ah bah, je fais n'importe quoi là. Hein. C'est l'émotion, encore une fois. Pardon, voilà. Je n'avais pas appuyé sur la touche Alt, excusez-moi. Donc voilà, on voit qu'on a sélectionné nos petits nuages blancs. On verra après s'il faut lisser, pas lisser. Je vais donc décocher le masque de luminance. Et maintenant, je vais revenir dans le panneau pour appliquer les réglages. Et là, je vais augmenter les blancs des nuages. Je ne sais pas ce qu'il a, mon ordi, mais il a des problèmes. Alors, je sais pas. Non, je sais pourquoi. Voilà. Bon, j'exagère. Sur le tableau. Pardon ? Non, excuse-moi. Pardon. Alors, je reviens ici parce que le masque ici, c'est appliqué. Enfin, j'ai un petit souci d'ordi ce soir. Enfin, il y a eu des mises à jour. Jean-Didier, quand tu fais du zoom plus du traitement d'image, tes performances, elles sont un peu… Oui, je sais, mais
en fait, il y a eu 2 mises à jour qui ont été faites cette semaine, en début de semaine. Il y a une mise à jour Windows et une mise à jour de Photoshop. Il n'y a pas une mise à jour de Lightroom, mais il y a une mise à jour de Photoshop. Et depuis, j'ai quelques petits problèmes de latence. On verra ça. Donc voilà, ici, vous voyez qu'on peut, en travaillant sur la gamme ici, on peut uniquement affiner les zones blanches. C'est pas très réaliste sur cette photo, je m'en excuse, mais c'est pour vous montrer. Alors, on ne va pas exagérer. Voilà. Si je fais avant-après, C'est pratique. Hein. on voit avant-après, c'est quand même assez net. Hein. Voilà. Quelqu'un me parle? Non. Voilà. Je fais avant-après, c'est quand même net. C'est métallique et haché, la personne qui intervient, on ne comprend pas. Qui est intervenu? C'est la voix de Jean Didier qui revient, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est toi qu'on entend en écho. Il y a marqué. J'ai l'impression qu'on entend en écho. Ouais, c'est marqué. C'est incompréhensible. Hein. Bon, je peux pas répondre parce que j'ai pas compris la question. Bon, est-ce que pour l'instant, vous pouvez appuyer sur votre barre d'espace? Si quelqu'un a compris l'interlocuteur, ça m'intéresse. Non, mais t'es en écho. Mais l'écho de qui? De moi? C'est toi qu'on entend en écho. En fait, quand quelqu'un parle, on l'entend en écho, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Tout le monde n'est pas en mute là. Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Oui, ce qui serait bien, c'est que tout le monde ferme son micro. Tout le monde ferme son micro. Voilà. Et si vous voulez prendre la parole, vous appuyez sur la barre d'espace. Attends, C'est comme ça. comment on fait pour fermer? Je clique dessus, désactiver le son. Alors, Dominique, je je vais pense que t'es pas en dénoncer ceux mute. qui n'ont pas coupé leur micro. Dominique Salberry, bravo. Oui. Khalil n'a pas coupé son micro, bravo Khalil. Véronique n'a pas coupé son micro, bravo Véronique. Oui, il y a marqué muet. Bon, je vais continuer avec un. Le camarade Dri n'a pas coupé son micro non plus. Ah, mais il a eu du mal à le brancher, alors il n'ose pas le couper, il a peur de ne pas le remettre après. Voilà, ça se passait comme ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait toujours un mec pour dénoncer les autres. Allez, je reprends. Bien connu. On les a tondus après. Hein. Bon, alors, avant que je passe à une autre image, est-ce que la démonstration était claire? En toute façon, vous aurez la vidéo bien enregistrée. Et amusez-vous à faire des essais en luminance ou pas. Si on veut faire les nuages gris et les rendre plus noirs, eh bien, on peut faire la même chose en utilisant un nouveau masque de gamme. Donc, je termine celui-ci. À ce moment-là, on termine le premier, on reprend un pinceau. On va aller ici, cette fois, sur les zones sombres. Il faut annuler les effets, bien évidemment. Je vais peindre ici toute cette partie-là. Voilà, ici également. Cette fois, je vais prendre le masque de gamme, toujours luminance. Et cette fois, on va afficher le masque de luminance. Voilà, on voit qu'on est parti, on a bien sélectionné les zones les plus sombres. Et on va travailler sur la gamme, on va empêcher les zones blanches d'agir. Et maintenant, je reviens sur le panneau, j'enlève, pardon, je n'ai pas décoché le masque. On revient sur la photo et on va diminuer l'exposition. Vous voyez les noirs. Bon, c'est fait un peu à l'arrache. Il aurait fallu que je mette peut-être un petit peu plus de contours progressifs sur mon pinceau, ce que je n'ai pas fait. Ce qui est embêtant, c'est que quand on a fait ça avec le pinceau sur Lightroom, il faut recommencer. Donc, je vous propose de recommencer. On va faire un contour progressif, beaucoup plus
beaucoup plus important. Voilà, un tout petit peu moins de débit. Et on va repeindre ici sur le masque. Je remets l'exposition à 0. On repeint ici à nouveau sur cette zone. Voilà. On peut enlever un petit peu de débit. Et maintenant, on va pouvoir diminuer l'exposition ou la correction du voile de façon à jouer que sur les tons foncés. C'est un exemple d'image, on peut en prendre d'autres. C'est ce que je vais faire maintenant d'ailleurs. Bon, je vais prendre une image comme ça, comme celle-ci. Une image que j'ai intitulée « Le lieu du crime ». Vous pouvez rire. Si vous voulez rire, vous appuyez sur la barre espace. Hein. C'est comme pour parler. Donc, ça, c'est l'image telle qu'elle était prise par moi-même. Et voilà, en utilisant le masque de gamme, à quoi on peut arriver. Alors, avant, après, Shift S. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez que les verts, j'ai fait une sélection des verts, j'ai fait une sélection des blancs et tout ce qui est marron. Donc, si vous voulez voir le cheminement, on peut essayer de le remonter. Masque couleur, en fait, c'est pas ça. Je vais le faire en live, ce sera plus intéressant. Donc ici, on va prendre... Ah oui, alors ça, c'est intéressant. C'est que là, bon, c'est compliqué de prendre le pinceau parce que ça devient assez long et le but, c'est pas que ce soit long. Prendre un filtre gradué, oui. Alors, il faut le tirer partout. Donc, la solution, le truc, ça consiste à prendre un filtre gradué et d'aller cliquer à côté de la photo. Si vous prenez le filtre en appuyant sur la touche majuscule, Shift, et que vous tirez un trait, eh bien, ça masque l'ensemble de la photo. Ça, c'est valable, si vous travaillez avec le masque de gamme ou pas, vous pouvez toujours masquer la totalité de la photo. Je vais supprimer les effets. Et si je viens ici, on voit que le masque est bien appuyé de façon globale. Si je veux un masque de gamme de luminance, c'est-à-dire ne prendre que les plumes, je vais prendre le masque de luminance. Je vais afficher le masque et je vais remonter à droite le curseur de manière à ne sélectionner que les plumes. Voilà. Là, je vais baisser un petit peu. Alors, on va sélectionner les plumes et puis je vais agir sur le lissage. Le lissage, il va, vous voyez, éliminer tout ce qui était à côté. Si je reviens ici, tout est un peu rose, alors qu'ici, je concentre la luminosité sur à peu près toutes les plumes, hein, à peu près toutes. Je ne les ai pas comptées. On enlève le masque de luminosité, enfin, le masque. Et cette fois, je vais, par exemple, intensifier les blancs. Et vous voyez qu'on intensifie que les blancs des plumes. Maintenant, si on veut intensifier le vert, alors, bon, là, on peut bouger la texture, on peut peut-être, j'ai mis peut-être un petit peu trop de blanc. On va les baisser un petit poil, on va augmenter l'exposition. En imaginant que ce soit un oiseau jaune, on peut mettre un petit peu de chaleur. On peut évidemment coloriser un peu les plumes en bleu si c'était un oiseau bleu. Enfin, sur du blanc, quand on rajoute des couleurs, ce n'est pas toujours évident. Là, j'ai mis un peu plus mettons de la chaleur, peu importe. Ça n'a touché que les plumes. Je vais maintenant prendre... Alors, je fais terminer. Il faut penser à faire terminer, neutraliser les effets. Et je vais prendre un deuxième filtre gradué que je vais disposer à côté. On annule les effets pour voir ce que l'on fait. Là, cette fois, je prends un masque de couleur et avec ma pipette, je vais aller sélectionner. Alors là encore, vous voyez qu'il y a plusieurs verts. Donc, je vais prendre un premier vert, un vert clair. On va prendre une petite zone comme ça. Je vais prendre un vert un peu plus foncé. Je vais prendre ces verts-là qui sont encore un petit peu différents. Et pour la route, un dernier vert. Hop. Vous pouvez lâcher la barre espace pour rigoler. Voilà. Alors, une fois que j'ai sélectionné mes verts, eh bien, on n'a même pas besoin de remettre des masques parce que maintenant qu'on est habile et qu'on sait comment ça fonctionne,
On va juste quand même vérifier un peu les niveaux. Donc, touche Alt enfoncé et on va sélectionner, pardon, on va sélectionner les verts. C'est vrai que ça ne suit pas bien, mon truc. Voilà. Là, il y a des zones que je voudrais pas voir. OK. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Et je vais donc, par exemple, tout simplement saturer les verts. Et vous voyez que là, je vais à fond. Et vous voyez que les plumes, ça bouge pas. Les verts, ça bouge. Alors, vous imaginez une photo avec des sous-bois, avec des choses comme ça. Vous pouvez vous amuser à faire tout un tas de trucs. Ou carrément désaturer les verts. Mais bon, le but, c'était de faire ça. Ou éventuellement d'y mettre une couleur un peu différente, un bleu ou des herbes un peu. Alors, le fond a été comment? Le fond a été touché parce que j'ai peut-être pas bien travaillé sur les niveaux. Donc, on va essayer de les ajuster maintenant. On va supprimer. euh, Hop, on va supprimer ici la partie. Bon, j'ai peut-être pris tout à l'heure des verres machin. Bon, on s'en fout parce que de toute façon, on va pas faire un truc aussi moche. Pour revenir à zéro, on remet le curseur ici. À ce moment-là, la couleur n'agit plus puisqu'on a un rectangle barré des deux diagonales. Donc, vous avez compris le principe. On peut aller sélectionner par la luminance ou par la couleur des zones qui sont mélangées un peu partout. Prendre encore un autre exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre encore? On va prendre un truc comme ça. Ah tiens, ça c'est pour, qui est-ce qui avait fait des photos de brouillard au château de la Chasse? C'est Martine? Je crois, non? Bon, quelqu'un la semaine dernière avait fait Catherine, Catherine Le Sauvage, ouais. Ouais, c'était juste pour dire quand même que alors ça il y a pas de masque de gamme là pour l'instant, enfin je vais le faire, mais je voulais juste te montrer que pour rajouter un brouillard un peu plus sympa sur Lightroom. Donc là, je vais terminer ce que j'avais fait avant. Je sélectionne un filtre gradué, je mets les effets à 0, j'applique le filtre gradué de cette façon. Alors, là, vous voyez que les zones de progressivité sont assez importantes. Donc, pour les réduire, on prend la main ici sur le comment? Sur le trait du bas ou le trait du haut. Et comme ça, on a réduit la zone de progressivité. Je vais le tourner, le mettre comme ça. Et simplement en travaillant sur la correction du voile à l'inverse, eh bien, on peut donner un effet de brouillard dans la forêt que je trouve assez réaliste en fait. Bon, on pourrait toujours s'amuser à enlever l'effet sur sur cette tige, par exemple. Dans ce cas-là, on pourrait prendre le pinceau, intégrer à l'outil, réduire la zone, un point, alors on va se mettre en négatif, et puis on va descendre comme ça. Vous voyez qu'ici, j'ai enlevé l'aspect brouillard sur cette première tige. C'était un cas d'école. C'était pour vous montrer que si on enlève la partie du masque, eh bien, on désactive le brouillard. Bon, ce n'était pas nécessaire, c'était juste pour vous montrer les possibilités. Bon, maintenant, si on revient au masque de gamme, et qu'on veuille juste éclaircir les champignons, là, les rendre un petit peu blancs, alors on peut prendre, effectivement, on n'est pas obligé de prendre de masque de gamme. Dans des cas comme ça, on peut simplement donner un petit coup de pinceau avec le risque que ça déborde, et c'est ce qui risque de se passer. Et donc, si j'agis sur le masque de gamme et que je fais un masque de gamme luminance, cette fois, si je regarde le masque de luminance, bon, on ne le voit pas bien là parce qu'il n'est pas très foncé, mon densité, si débit. Le voilà. Alors, si je prends le masque de luminance et que j'augmente les blancs, ça pas, pourquoi ça marche pas? Pardonnez-moi. Masque de luminance. Ah bah oui, évidemment. Alors, on va afficher le masque. Voilà. On va donc réduire la zone, puisqu'il faut qu'on soit juste en blanc sur les trois champignons. S'ils veulent bien, si mon ordi veut bien s'amuser, c'est l'inverse.
Il faut que je travaille sur les zones. On n'aurait pas oublié de les sélectionner via la petite pipette? Non, puisqu'on joue que sur la luminance. Et là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est mon ordi qui ne veut pas bouger? Parce que, alors attends, j'ai peut-être pas activé le masque. Si, pourtant, il est actif. Pourquoi ça marche pas? Bon. Ah oui, c'est parce que je crois qu'il y avait encore. On va faire autrement. Je vais annuler ça. Il a dû y avoir un truc. CTRL Z, évidemment, je peux faire, comme dirait mon ami Jean-Michel. Tu peux faire CTRL Z. D'accord. Merci pour la musique. Voilà. OK. Hop. Voilà. OK. Alors, on va repartir à 0. On va donc refaire alors, cette fois, on va utiliser le masque de luminance. Je vais donc reprendre mon pinceau. Je vais aller peindre tous mes champignons, là. Ah bah, décidément. Voilà. Masque de gamme. Luminance. Oh, j'aurais pu prendre la pipette, tu as raison Thibaut, hein. Voilà. Alors cette fois, vous voyez que bon, apparemment, il n'y a que celui-là qui a pris. Bon, c'est pas grave parce que j'ai dû désactiver en cliquant sur l'autre. Alors, ça donne un truc, effectivement. J'en profite, puisque justement, c'est le piège. Quand les épingles sont trop proches les unes des autres, on peut cliquer dessus par erreur et supprimer l'épingle. Si j'appuie sur la touche contrôle, non, ça ne marche pas. Donc ici, en fait, j'ai appuyé sur deux. En fait, j'ai fait deux masques avec le pinceau alors que je voulais n'en faire qu'un seul. Donc, on va supprimer tout ça et on va recommencer. Voilà. Ah bah ça, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai supprimé ma photo. C'est malin. Édition. Annuler, supprimer de la collection. Donc la revoilà. Allez, désolé pour ce petit bafouillage. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Alors ici, je vais reprendre mon pinceau. Je vais peindre là, comme ça. Si je voulais... Alors, ici, les épingles sont affichées de façon automatique. Si je viens sur la photo, ici, j'ai une autre épingle là. D'accord? Donc, effectivement, on voit que le masque avait été appliqué ici. Donc, ce masque-là, je vais l'enlever. Voilà. Et je vais continuer. Donc, je vais activer ce pinceau et je vais continuer à passer le pinceau ici. Si on a... Mettons que je mette un autre coup de pinceau à côté. Ah oui, il faut que je mette terminé. Si je mets je récupère à nouveau le pinceau et que je veux venir mettre un coup de pinceau à côté, celui-ci, s'il me gêne, il suffit d'aller dans le menu là pour dire jamais. Et dans ce cas-là, j'ai la liberté totale de repasser un coup de pinceau au même endroit que l'autre, ou plutôt sur le côté, sans être gêné par la présence du premier. Et si on remet auto ou si on remet toujours, dans ce cas-là, on voit que les deux épingles, vous voyez, elles sont l'une sur l'autre et elles s'activent de façon additionnelle ou séparée suivant les endroits où on les a mis. Donc, je vais donc supprimer celui-là et travailler donc sur les autres champignons. Alors, j'active cette épingle et je continue à travailler sur les deux autres champignons. Cette fois, j'espère que c'est bon. Si je passe le curseur, ma main sur l'épingle, vous voyez que les trois champignons là se sont colorés de rouge.
Et donc, si j'applique, je n'ai même pas besoin d'aller voir le masque de gamme, puisqu'on voit bien que ça a été appliqué. Si j'augmente l'exposition, on voit que les 3 champignons deviennent hyper lumineux. Donc, ça peut avoir un intérêt. Dans le cas présent, pas trop. Mais si j'augmente la température, le champignon devient un petit peu plus chaud. Et si je lui donne une couleur rouge, eh bien, il prend un petit peu de rose. Si on le prend bleu, c'est qu'on a fumé. En l'occurrence, rajouter des couleurs sur du blanc, ça ne fait jamais de très bons effets. Je vais donc ajouter, par exemple, de la texture, de la clarté, un petit peu de clarté, un peu de correction du voile, et puis diminuer l'expo, parce que là, c'est vraiment trop. Mais en l'occurrence, entre avant et maintenant, vous voyez qu'on a réussi à mettre en valeur les 3 champignons dans un fouillis d'herbes, etc., qu'il aurait été bien difficile de faire avec le pinceau ou en y passant beaucoup plus de temps. Voilà l'intérêt du masque de gamme appliqué aux champignons des forêts. Qu'est-ce que j'ai encore à vous donner? Alors, Intéressant. intéressant, oui, c'est vrai. Alors, je vais réinitialiser cette photo. Voilà une photo mochetingue avec un cormoran en train de se gratter l'oreille au milieu d'un arbre. Et donc là, vous voyez tout l'intérêt du masque de gamme. Bon, pour ceux qui connaissent Photoshop, ils savent qu'on peut faire ça autrement. Mais avec Lightroom, on peut le faire également. C'est-à-dire ne travailler que sur les verts ou travailler que sur le ciel, en jouant donc soit sur les couleurs, soit sur la luminance du ciel. Donc j'ai travaillé le sujet, on va le faire en live, ça va aussi vite, ou du moins c'est peut-être plus intéressant pour vous. Donc on va réduire la photo, mettons à un zoom un peu plus petit. Je vais prendre mon masque, mon filtre gradué que je vais appliquer sur le côté. Donc l'ensemble de la photo sera sélectionné. À l'intérieur de cette photo, on va donc pouvoir, grâce au masque de luminance, jouer sur toutes les zones claires sans que l'arbre en subisse les conséquences. Puisque si vous appliquiez là maintenant une baisse de l'exposition, eh bien, vous auriez une baisse de l'exposition sur toute la photo, y compris sur les arbres. Donc, cette fois, on a fait la sélection du masque. Je vais donc aller sur le masque de gamme. On va travailler sur la luminance. Je vais enlever le masque pour qu'on voit où on met la pipette. Je vais prendre, pour faire plaisir à Thibaut, une pipette que je vais poser ici, sur Merci. une zone. Et à contrario de la couleur, on ne peut appliquer qu'une seule fois la pipette. C'est pour ça que la pipette, c'est très bien si on veut travailler sur une zone qu'on imagine et qu'on voit là de couleurs à peu près similaires. Mais là, en l'occurrence, si on baisse, donc je vais afficher le masque. Apparemment, ça a fonctionné. Donc, je vais remonter pour ne sélectionner que les zones du ciel. On va lisser un petit peu pour éviter que les branches, éviter les effets de franges et éviter que les branches soient touchées par la lumière. Je désactive le masque et maintenant je vais diminuer l'exposition du ciel. Bon, voilà. Si on descend un peu plus les noirs, voilà. Si on veut être plus sélectif, on peut retravailler ici sur la gamme et travailler là sur le lissage de manière à n'appliquer que le réglage sur le ciel. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh ben, on peut recommencer cette fois un nouveau masque. Alors je fais terminer bien sûr. On va prendre un nouveau
un nouveau masque, un nouveau filtre gradué. Je peux appliquer ici, hein, si on veut. Ça revient exactement au même. Il va nous sélectionner l'ensemble de la photo. Cette fois, on va faire un masque de gamme de couleurs. Je vais prendre cette superbe pipette. Je vais aller sélectionner plusieurs verts, plusieurs zones de vert. Une ici en haut, une ici un peu plus claire, et puis une comme ça ici, puis cette dernière-là. Voilà, en espérant j'en ai 5. C'est juste encore un exemple. On peut remonter un petit peu le zoom, ce sera pas plus mal. On va redescendre cette fois, sinon c'est trop. Voilà. Et cette fois, on va travailler sur les niveaux de vert. Pourquoi ça marche pas? C'est pas bien ce que j'ai fait là. Il y a dû y avoir un problème. Ah oui, non. Pourquoi ça marche pas? Masque de gamme couleur. T'as encore la pipette d'activer, je crois. Ah ouais, exact. Du coup, elle y est plus, hein. On peut pas la désactiver. Ça, elle est réactivée. Masque de même couleur, niveau. Si je joue sur la saturation, par exemple, voilà. Vous voyez qu'ici, on sature les verts. Bon, effectivement, tout à l'heure, j'ai mal sélectionné ma zone claire, ce qui fait qu'en fait, tout est recouvert de zone claire et Lightroom, il prend tout en même temps. Bon, l'idée quand même, c'est de voir que vous pouvez très bien bouger enfin, remonter le niveau des feuilles sans interférer sur le ciel. Bon, c'est pas le cas sur mon exemple, c'est raté, mais ça arrive. Peut-être j'ai pas bu pourtant. Maintenant, si on veut, encore une fois, travailler sur des troncs d'arbres qui étaient déjà un petit peu clairs, eh ben, cette fois, on va faire terminer. On va dire que c'est bien, même si ça ne l'est pas. Je vais prendre le pinceau. Je vais aller peindre sur les arbres rapidement. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui. OK. Donc je peins sur les arbres ici, comme ça un peu grossièrement. OK. Ici, je peins sur les troncs uniquement. En fait, ce qu'on veut, c'est foncer un peu les troncs, de manière à redonner un peu de pêche. Bon, on va prendre celui-là. OK, je vais faire un masque de gamme. Un masque de gamme couleur. Cette fois, je vais prendre la pipette et je vais aller travailler sur cette zone-là. Je vais rajouter une petite zone ici. J'en vais rajouter une autre là. Voilà. Et puis maintenant, on va baisser l'exposition et vous allez voir. Je ne sais pas pourquoi là, on va en mettre une autre ici. Et si on baisse, par exemple, on va faire une correction du voile. On va faire un lissage en bas. On va ajuster le niveau. C'est plutôt à droite. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris cette zone-là. Tu ne l'as pas peint, ce tronc-là. Ah, c'est pour ça que je ne l'ai pas peint. Bon, alors si je ne l'ai pas peint, on va faire terminer. OK, on va reprendre le pinceau. On va repeindre le tronc. Pourquoi j'ai la pipette d'activer? Ça, c'est incroyable. Un truc que je comprends pas là. Je me demande s'il n'y a pas de la latence dans le. Allez, on repart. Là, je peins. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, je peins ma branche. OK. Un petit coup ici. Et puis, on active le masque de gamme couleur. On vient chercher la couleur du tronc. Et on va y attraper le curseur d'exposition, par exemple. Vous voyez qu'on peut redonner un petit peu de relief en ayant joué sur les. Alors, vous allez me dire, celui-là, il est trop clair. Bon, bah, il suffit de revenir. Si je prends
à nouveau, je fais terminer et que je vais sur le pinceau, je vais avoir ici, je vais avoir, alors je ne sais plus celui-là sur quoi il avait joué, uniquement sur celui-là. Alors celui-ci, voilà, ça c'est le pinceau. Je vais activer ce pinceau-là. Et comme j'avais déjà un masque de gamme, je vais rediminuer l'expo. Là, c'est trop. On peut diminuer l'expo, on peut augmenter un peu les noirs, on peut y mettre de la saturation, de la texture, enfin bref, on peut faire tous les réglages dont on a envie pour redonner un petit peu de volume. Bon, c'est pas terrible. Disons que si j'avais bien travaillé, on aurait une photo plus sympa. Mais en tout cas, je cherche surtout à vous montrer le principe. J'espère que vous avez à peu près bien compris. Vous pouvez appuyer sur la touche espace pour me dire oui ou non. Le principe est bien démontré, je crois. Oui. Oui, oui, c'est bien. Voilà, donc que vous dire d'autre? Par exemple, j'ai une photo ici que Franck, mon ami Franck, m'a envoyé, qui était une photo de. Alors là, j'ai les épingles, on va les mettre en automatique. Donc, comme j'ai pas d'outil accélérant, voilà, la photo d'origine est ici. Voilà. Et en utilisant le masque de gamme, j'ai enlevé le vert de l'eau là que je trouvais. Enfin bon, j'ai essayé de rendre quelque chose d'un petit peu plus bleu, un peu plus contrasté, et en utilisant toujours les mêmes outils, comme on vient de le voir. Eh bien, on est arrivé à ce résultat qui est quand même un petit peu plus sympa. On va se mettre Pour une photo de mariage, oui, c'est mieux. pour une photo de mariage. Il est en train de charger la photo plein écran. Voilà. Donc, bon, il y a encore du travail, hein, on peut encore travailler, mais bon, donner un effet un peu verdâtre au ponton qui était avec un peu de mousse. J'ai enlevé toute la partie. Alors, je ne sais pas quand on est en mode plein écran si on peut faire avant, après, je ne crois pas. On va le faire comme ça. Voilà, ça c'est avant et ça c'est après. Donc là, je n'ai pas travaillé avec le masque de gamme, j'ai travaillé simplement avec le filtre gradué. Le masque de gamme couleur sur l'eau qui était verte ici. Donc j'ai travaillé sur le masque de gamme sur tout le ponton en travaillant avec le pinceau et en travaillant à la fois en mettant une couleur un peu verte, mais en travaillant uniquement sur les zones définies par le ponton. Et on obtient ça. Voilà. Notre chère Jocelyne m'avait fourni une photo comme celle-ci, qu'elle a prise dans les rues de Romorantin, en Sologne. Ça se voit tout de suite, l'architecture solognate. Saint-Jean d'Acre. Elle voulait que j'essaye de donner un aspect plus dramatique. Alors, bon, dramatique, c'est pareil, on sait que c'est du drame, maintenant chacun peut l'interpréter différemment. Et en utilisant encore une fois les mêmes outils, moi je l'ai transformé comme ça. Bon alors, là encore, hein, c'est un parti pris. J'ai retravaillé avec le filtre radial, avec les couleurs. Ici, j'ai sélectionné des bleus, je les ai foncés. Bon, on peut regarder un avant-après. Pour rajouter un couteau dans la main, après, c'est Photoshop. Voilà, c'est ça, exactement. Mais bon, Jocelyne ne m'avait pas demandé de mettre un couteau. Les pauvres gamins étaient. Non. Donc, si je fais contrôle. Alors, oui, si je ne fais pas la photo du haut, ça ne pourra pas marcher. Donc là, on est arrivé en haut. Et si on fait avant, après. Donc, ici, il y a un masque de gamme sur la partie des du blanc. Il doit y avoir un masque de gamme couleur sur les portes. J'ai assombri une bonne partie de l'ensemble. Un petit coup de filtre radial ici pour faire comme un zone système cher à notre ami Jean-Michel. Bon, les gamins, je les ai laissés habiller. Et lui, je ne lui ai pas mis le couteau dans la main. Donc, voilà. Voilà un exemple. Tu n'aurais quand même pas déshabillé les gamins, quand même? Excuse-moi? Pourquoi tu voulais déshabiller les gamins? Pour imaginer le drame qui allait suivre. Tu vas pas m'accuser de harcèlement. Pas ce soir. Non, Alors, mais une autre photo que Jocelyne avait réalisée, elle me l'avait envoyée d'ailleurs en me disant, tiens, comment tu la trouves, etc.
Alors j'ai dit, bah, je la trouve allumée, mais je n'aime pas trop la façon dont elle est éclairée parce que je trouve que l'éclairage avec une seule bougie et son reflet ne rendait pas trop réaliste un éclairage comme ça que je trouve un peu froid et très uniforme. De ce fait, j'ai utilisé encore le même système de retouche locale, cette fois, pas uniquement le voilà. Et j'ai préféré cette façon de donner une zone un peu plus éclairée ici, un filtre gradué, progressif, amener un peu de couleur jaune sur l'ensemble de la photo. Et je trouvais que ça avait un côté plus sympathique. Donc ici, il n'y a pas grand-chose entre les deux, hein. Il n'y a pas grand-chose entre les deux, mais euh, après, c'est un avis perso et un jugement, on va Ça, dire, Non, plutôt c'est nettement mieux. Hein. honnêtement, enfin, je ne sais Non, pas, c'est mieux. est-ce que ça tout fait le monde est beaucoup plus d'accord? réaliste par rapport à l'éclairage de la bougie. Voilà, Non. je trouvais que l'autre éclairage, le côté froid ici de cet éclairage, me semblait pas réaliste et On que a l'impression que la bougie sert à rien, là, qu'elle est allumée comme ça, parce que c'est tout clair. voilà, voilà. Alors que là, on a vraiment Ouais. l'impression qu'elle est claire. Voilà, Et là, exactement. J'ai l'impression que c'est la bougie qui donne la lumière. voilà. Et donc, si vous voulez, en prenant un masque de gamme et puis en travaillant ici comme ça, par exemple, hein, enfin, on va faire ça un peu rapidement, en mettant un bon contour progressif et en inversant, c'est-à-dire en laissant l'effet à l'extérieur et en diminuant un petit peu l'exposition. Déjà, rien que ça apporte déjà un petit peu plus de réalisme. Et en y mettant une couleur, donc rappelez-vous, ce que j'avais dit, c'est que la pipette, on peut choisir sur le panneau chromatique, là, l'étendue chromatique des couleurs, mais en cliquant sur la pipette et en allant dans la photo chercher une couleur existante, on peut harmoniser. On n'est pas besoin d'inventer une couleur, il suffit d'aller chercher une couleur existante. Si je vais chercher les pétales, ça va me donner un espèce de jaune pisseux, alors que l'orangé ici de la bougie euh, est tout à fait compatible avec l'éclairage qu'elle apporte. Bon, après, on peut diminuer un tout petit peu l'expo pour que ce soit encore plus, ou amener, ou amener cette fois, maintenant que j'ai le point de couleur qui est représenté ici, parce que la couleur que j'ai chopée là, elle est représentée sur le panneau chromatique, elle est représentée par ça. Si je veux l'accentuer en saturation, il suffit, si on ne veut pas bouger la ligne et travailler que sur la saturation, il suffit de tirer à droite le panneau. Bon, ça, je trouve ça un petit peu trop. On peut trouver un juste équilibre. Après, on joue à nouveau sur les ombres et les lumières et les expos. Voilà. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là hein, parce qu'il est quand même maintenant 20h50. J'espère, enfin, vous avez tous mangé. Un autre exemple qui est sympa aussi du masque de gamme, c'est qu'à partir d'une photo noir et blanc, qui peut paraître un peu banale, voilà, une photo tout à fait banale, pas très nette. Bon, ça, j'ai l'habitude d'avoir des photos pas très nettes. Enfin, j'ai fait ça à la va-vite. Et ben, en appliquant un masque de gamme et en appliquant des zones de couleur, on peut, heu, on peut la transformer, la rendre, disons juste, se dire, «Tiens, c'est sympa, il y a de jolies couleurs, belle harmonie de couleurs». C'est pas pour ça que la photo sera primée au concours de la fédération, mais c'était pour montrer qu'à partir d'une photo noir et blanc, on peut coloriser carrément, les zones et ça rend, assez bien. Là, j'ai mis du bleu, un bleu, un peu foncé, là, un orange, un masque de gamme ici pour donner un petit coup d'éclairage comme si le soleil arrivait par là. Ce qui est un peu le cas d'ailleurs, parce que quand on analyse les photos, on voit qu'ici, la densité lumineuse est plus importante. Donc on peut l'exagérer et au travers de colorisation comme ça, on peut travailler les retouches locales. Une autre photo prise à Chantilly, donc là encore une fois, le capteur, lui, il a équilibré la zone, il a vu une grande zone claire, un peu de clair ici, et il a foncé l'ensemble. Et quand on travaille la photo, ben, on s'aperçoit qu'elle n'est pas noir et blanc, mais elle est bien en couleur, et qu'il y avait des beaux roseaux qui apparaissaient, un peu d'orangé dans le ciel, et, euh, et voilà, et l'eau est quelque chose de moins fade, même si la photo est pas, on n'en parlera pas longtemps dans les chaumières, mais c'était un exemple pour montrer
ici, il y a un filtre radial ici sur le côté, là, qui permet de retravailler les… Alors, il faut que je l'active. Hop, on va l'activer ici. Vous voyez, un petit coup de filtre radial et encore, je l'ai mis de travers, mais c'est pas grave. Et ce filtre radial, bah, il a permis d'éclairer un petit peu les roseaux et de ressortir ce qu'on n'avait pas sur cette photo d'origine. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, alors, bien sûr, vous regarderez la vidéo parce que tout ça, ça va un peu vite. C'est pas très compliqué. Et puis, l'avantage de Lightroom, c'est que ça va pas, on revient en arrière, on efface tout, on recommence. Et vous verrez que sur certaines photos, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement. Mais si vous voulez peaufiner une photo et si vous ne voulez pas aller dans Lightroom, vous pouvez déjà faire un premier travail. En fait, ce que j'essaye, moi, maintenant, c'est pour ça que je vais apprendre à travailler sur Photoshop. Il faut que je trouve un prof parce que c'est pas facile. Les mecs sont tous très chers et les cours sont chers et pas faciles en ce moment. Mais Jean-Michel n'est pas très accessible. Hein. c'est ça le problème. C'est Jean-Michel, on peut pas lui demander non plus la lune. Mais il me filera un petit coup de main si c'est nécessaire. Mais en tout cas, je vais me rapprocher de Photoshop parce que, bon, à force de regarder aussi des tutos et machin et de parler avec Jean-Michel, je me rends bien compte que, allez, on revient d'une sortie, on a une centaine de photos, on sélectionne, on prend Lightroom, on fait… Alors, si on n'est pas un fortiche sur Photoshop, on peut aller plus loin que lui, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire juste un clic automatique et d'ajuster 2-3 curseurs. Moi, je dirais que j'aurais tendance à dire, je vais me faire une sélection d'une dizaine de photos sympas que je trouve intéressantes pour moi, soit pour moi, soit un souvenir, soit parce qu'il y a vraiment un truc très très chouette. Faire un premier traitement Lightroom assez rapide. J'ai oublié de vous dire que sur les traitements, je vous conseille de faire une copie virtuelle de la photo, car ça vous permet comme ça de vous exercer. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5 copies virtuelles et les travailler différemment. Je l'avais dit la première séance, mais je le répète, à chaque fois, vous voyez, j'ai fait des photos, j'ai mis deux exemplaires, celle-ci pareil, pour pouvoir faire, pour éviter, ou pour… On ne sait pas trop des fois ce que ça va donner, donc c'est bien de pouvoir travailler sur les copies virtuelles. Et ça prend votre place sur le disque dur en plus. Voilà, vous savez comment on fait. Clic droit sur la photo, créer une copie virtuelle. Elle se met à côté avec Ou contrôle 4. Oui, mais moi, je ne suis pas fan des raccourcis. J'ai du mal avec les raccourcis. En fait, Lightroom permet quand même de travailler pas mal. Un clic droit, copie virtuelle, contrôle 4 si tu veux. Mais bon, c'est vrai que moi, perso, je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de raccourcis. Lightroom, il y a vraiment 4 touches importantes, Alt, Contrôle, Shift et la touche O pour le masque. Sincèrement, c'est les 4 touches les plus utilisées, du moins par moi. Mais encore une fois, tous ces logiciels, ils permettent, avec leurs environnements, leur ergonomie, de travailler comme on a envie. On peut s'ajuster, on peut faire comme on veut. Voilà. Bon, après, si un jour ça vous intéresse, on peut… je ne sais pas si vous utilisez les collections et les collections dynamiques. Si vous voulez, un jour viendra quand tous mes collègues auront fait leur exposé. Si vous êtes demandeur, je vous montrerai comment on travaille sur les collections dynamiques. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, les collections dynamiques? Ouais. Bon, j'utilise un peu pour faire des sélections particulières. Ouais. Alors en fait, l'intérêt des collections dynamiques, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir un certain nombre de thèmes de prédilection. Voilà, quand on travaille sur des séries. Ouais. Voilà, c'est l'effet série ou même… Alors, évidemment, moi, personnellement, je travaille beaucoup avec les mots-clés. Donc, si je fais une sortie au cirque, je vais ramener 450 photos. Je fais un premier tri, j'en garde, mettons, 150. Admettons. Hein. Dans les 150, je vais en travailler une dizaine. Alors, je suis un peu conservateur. Je garde dans mes mots-clés, je garde les 150 photos du cirque. En revanche, je vais bâtir une collection dynamique dans laquelle, en 3 ans ou 4 ans de cirque, je trouve uniquement 104 photos que j'aurais sélectionnées.
Si, dans un mois, on retourne au cirque, je refais, alors ça c'est ce que j'appelle, moi j'ai fait des collections dynamiques qui sont classées, c'est des photos qui ont été retouchées et qui ont 4 étoiles. C'est ma notation à moi, c'est mon barème que j'ai quelque part. Donc tout ce qui est retouché 4 étoiles, ça vient automatiquement dans le cirque, dans la photo dans la collection dynamique cirque. Comment ça marche? Collection dynamique cirque, c'est que tout simplement, vous bâtissez une collection dans laquelle toutes les photos qui ont... je parle de ma façon d'avoir organisé, vous pouvez faire autrement. Ah, on peut faire ça. Toutes les photos, ben oui, toutes les photos qui ont une note supérieure ou égale à 4 étoiles et qui ont comme mot, dont le mot-clé contient le mot cirque, toutes les photos qui auront ce critère, alors il faut qu'elles soient retouchée, qu'elle ait été, sélectionnée. Non, pas besoin. Uniquement qu'elle ait 4 étoiles et le mot cirque. Dans ce cas-là, elle vient se placer directement dans la collection dynamique. Mais elle est toujours, donc je vais faire ici annuler, elle est toujours dans une rubrique cirque que j'ai dû mettre quelque part. Je crois que c'est... Oui, c'est ailleurs, ça, c'est à part. Ouais. Alors, simplement, ce que je voulais dire, c'est que dans mon cirque, mettons, j'ai 350 photos, des biens, des moches, les traits dégueulasses, elles sont parties, je les ai sorties, mais celles où je me dis, oh, peut-être qu'un jour, je m'amuserai à essayer de retravailler le sujet, là, j'ai 250 photos, alors qu'ici à gauche, dans ma collection dynamique, je n'ai que les 107 photos que j'ai considérées comme étant correctes, bonnes et qui méritent. Voilà. Et l'intérêt, c'est que quand je vais ramener 40 photos de cirque en plus et que j'en traite 10, si je donne une note de 4 étoiles et qu'elle appartient bien à mon mot-clé cirque, elle viendra se rajouter toute seule automatiquement à la collection dynamique cirque. Donc, quand on a des thèmes de prédilection et que l'on travaille avec des mots-clés, eh bien, c'est l'intérêt de pouvoir faire ça. Je veux dire, d'un seul coup, je peux sortir mes 160 photos de fleurs, que j'appelle pétales. Je peux sortir mes 188 photos noir et blanc que j'ai ici en bas dans la grille. Et j'ai toutes mes photos noir et blanc que j'ai jugées, moi, comme étant 4 étoiles. Maintenant, si demain, je veux faire un best-of de tout ça, il suffit que je mette 5 étoiles à certaines photos et que je construise une nouvelle collection dynamique dont les critères seront noir et blanc et 5 étoiles pour avoir une deuxième collection dynamique où il y aura peut-être que 15 photos qui correspondront et qui seront incrémentées au fur et à mesure qu'on traite les photos. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir un certain nombre de mots-clés ou des sous-mots-clés. Mais quand on prend, par exemple, moi, comme j'ai dans beaucoup d'oiseaux, les photos de cormorans, elles sont à la fois dans cormoran, mais elles sont également dans le dossier parent qui s'appelle plume. C'est-à-dire que je peux mélanger plusieurs oiseaux qui vont se retrouver dans la collection dynamique plume, qui est ici, où là j'en ai 540, c'est un peu exagéré, mais enfin bon, j'ai traîné pas mal dans du monde des oiseaux et je les aime bien. Après, on peut encore faire des collections dynamiques différentes, c'est-à-dire qu'on peut, à partir des collections dynamiques, mettre des couleurs aux photos, comme j'ai fait ici, les vertes là, et en disant que les vertes, je vais bâtir une collection dynamique qui seront les photos que je veux mettre sur mon site internet. Donc voilà toutes les possibilités de Lightroom. Moi, je pense qu'il faut absolument travailler par mots-clés de manière à pouvoir construire tout ça. Mais bon, il faut le faire que si on en a besoin. Hein. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie. Mais voilà, si vous sentez l'envie de le faire, bon, on pourra revenir. Parce qu'après, les collections dynamiques, c'est très bien. Il faut simplement clic droit pour modifier la collection dynamique. Juste pour vous montrer, avant de terminer, qu'ici, la collection dynamique, elle correspond à toutes les règles suivantes, mais elle peut correspondre à l'une des règles ou à aucune des règles. D'accord ? Ensuite,
on peut choisir ici la note, le marqueur, la couleur, le texte, un instantané disponible, la source, si c'est un dossier, la collection, etc. Puisqu'on peut faire une collection dynamique à partir d'une collection. On peut travailler par date, on peut travailler par type de fichier, on peut travailler par photo qui présente des réglages ou qui comprend des modifications, ou qui a été recadrée. On peut faire une collection dynamique de toutes les photos recadrées. On peut faire une collection dynamique avec toutes les photos, bord large, bord étroit, etc. On peut travailler par couleur. On peut travailler par... voilà, c'est infini, quoi. Et supérieur ou égal à, voilà. Ensuite, les mots-clés comptent. Alors, le motier contient ou ne contient pas. Voilà. Le seul emmerdement, c'est que quand on veut un motier qui contient, il ne va pas chercher les mots-clés existants, il faut le retaper à la main. Enfin bon, c'est pas méchant. Une fois qu'on a mis 2 critères, on peut en rajouter un troisième en cliquant sur la touche plus. Voilà. Et dans ce cas-là, on peut rajouter un autre critère éliminatoire ou additif. Donc, par exemple, on peut rajouter un deuxième mot-clé en supposant qu'on veuille à la fois une collection qui comporte les pétales, les fleurs et les plumes. Je crois que je vais m'arrêter parce que je vais y passer trop de temps ce soir. Ça mérite de faire un topo là-dessus parce qu'il faut savoir, comment configurer ce truc-là. Il y a des choses encore plus compliquées, mais bon, on y reviendra une autre fois. Mais sachez que ça existe et encore une fois, c'est pas compliqué. Et ça, c'est des photos ici, c'est des vignettes qui se rajoutent à la base, c'est-à-dire aux photos des dossiers rentrés par date et des mots-clés que vous avez donnés. Donc, ça n'annule rien. Après, il faut faire attention quand on supprime pour pas mal supprimer les choses. Mais encore une fois, il faut y passer un petit peu de temps. Moi, personnellement... Catalogage. Voilà, c'est ce qu'on appelle le catalogage. Bon, je passe après tous les filtres, etc., puisque on peut aller rechercher. Si vous voulez créer une collection dynamique de toutes les photos prises avec la focale de 35 mm à f de 8, vous pouvez le faire également. Il n'y a aucun problème. Donc, les collections dynamiques sont automatiquement à inclure dans les collections? Non, pas du tout. Les collections, non, il y a 2 choses. Il y a les collections, tout simplement. Les collections, c'est statique. Toi qui fais des voyages, cher Khalil, tu bâtis une collection. En fait, la collection, je dirais personnellement, je la vois comme étant une sélection d'une fois. C'est-à-dire que si tu es parti dans le désert de Gobi, il y a peu de chances que tu y retournes tous les ans. Maintenant, si tu prévois d'y retourner tous les ans, fais une collection dynamique. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, toutes les photos que tu rentreras du désert de Gobi viendront se mettre dans la collection dynamique. Ce qui est dynamique, c'est le fait que chaque nouvelle photo qui comprend les bons critères va incrémenter la collection dynamique. En revanche, si tu fais, moi j'ai fait, je sais pas, un voyage elles sont où mes collections? Voilà. J'ai fait un voyage à New York. Bon, il y a 933 photos. J'ai fait une collection. Je ne retournerai pas à New York d'ici là. D'abord, Trump est parti et ça, depuis qu'il est parti, moi, c'est une catastrophe. Et donc, non, n'appuyez pas sur les barres espaces, merci. Donc, la collection, pour moi, c'est, voilà, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai plutôt tendance à faire du dynamique, mais bon, puis je continue toujours à incrémenter mon catalogage. Mais dans l'immédiat, j'ai une collection New York où j'ai 933 photos de New York. Et point barre, je ne vais pas retourner à New York et je ne vois pas pourquoi je m'emmerderais à faire des différents critères, etc. Il suffit, dans la collection de New York, il y a simplement, je ne sais pas si on peut la modifier, on peut juste... non, c'est simplement une collection que vous notez, vous l'appelez New York et vous transférez les photos dans la collection New York. C'est tout simple. Moi, j'ai une question. Oui. Dans les questions sorties, dans la collection qui s'appelle Sortie avec photographe, il y a Christophe, Franck, Guy et Philippe. Tu sors jamais avec des filles? Si, mais c'est pour ça que j'ai masqué parce que, en fait, j'ai régulièrement une inspection par la direction générale du 31 rue du Beauregard à Pierrelet. Et donc, je préfère mettre que des noms d'hommes. Ah ouais. Bon. Et en fait, j'ai fait récemment des sorties avec des filles. Et c'est vrai qu'à force d'avoir quand même beaucoup de choses à traiter, eh bien, tu vois, voilà, il y a des oublis. Et tu as raison de me le rappeler parce que j'ai été faire le brame du cerf. C'est pas moi qui ai fait le cerf, mais nous sommes allés tous les deux
avec Jocelyne voir le brame du cerf. J'ai eu l'occasion de faire une balade avec Olivia. Et donc, Et je vois que tu es plus actif avec Philippe qu'avec Christophe. c'est-à-dire que j'ai commencé, oui, alors en fait, absolument. Avec Christophe, on n'a fait qu'une sortie, malheureusement, parce que c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, mais qui est directeur d'école et malheureusement, il n'a pas trop le temps. Et, avec Philippe, ça a été lui qui m'a mis quand même le pied à l'étrier. Donc, j'ai fait beaucoup de photos d'oiseaux avec lui. Donc, voilà. Mais bon, j'aurais pu masquer le panneau. En fait, j'aurais été plus peinard. Voilà. Euh, donc, pour masquer les panneaux, la petite flèche à gauche. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Après, vous pouvez fabriquer des best-of. Et puis, vous pouvez faire des noirs et blancs et vous pouvez faire tout un tas de trucs intéressants. Donc, ici, il y a des collections. Vous voyez, par exemple, j'ai fait des photos avec. Il faut que je masque. Pas là, il y a une fille là. Si je mets la main sur mon écran, vous le voyez quand même. Donc voilà, j'ai fait une photo pour une famille, il y a 40 photos. Bah, c'est une collection normale parce que, il y a pas de raison que je refasse des photos pour eux. Donc, voilà, les collections dynamiques, c'est fait pour vivre, pour incrémenter, pour rajouter, rajouter à chaque fois que vous avez un thème que vous aimez. Et puis si vous avez un nouveau thème, bah, vous créez une nouvelle collection dynamique, vous recréez vos critères comme vous voulez. Donc avant de vous lancer là-dedans, je vous conseille de faire vos barèmes, de bien regarder tout ce qui est possible dans le catalogage. Donc les étoiles, les notes, vous avez les drapeaux, vous avez des étoiles, vous avez des couleurs, et on peut trier par tout ça. Donc c'est assez génial. Ça, c'est le catalogage. Ça nous éloigne du thème de ce soir. Il n'y aura pas de PDF là-dessus. Ça, c'était un petit plus parce que vous êtes tous vachement sympas. Comme vous appuyez pas sur votre barre espace, je vais vous faire un petit aperçu. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous travaillent avec les collections dynamiques, mais je peux vous assurer que c'est très sympa. Bon, voilà. J'utilisais pas jusqu'à maintenant. En fait, moi, Bah voilà, tu peux faire Aurore boréale. En fait, tu as une collection dynamique avec les étoiles. Si tu choisis toute photo et que sur tu as les 5 étoiles en bas là, de ton. Ah bah, si tu fais simplement une collection dynamique, par exemple, toi, tu as mis 5 étoiles sur tes meilleures photos, c'est ça? Oui ou pas, je sais plus. Ça dépend. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que tu vas créer, par exemple, tu fais une collection dynamique. Oui. On va faire une nouvelle collection dynamique, créer collection dynamique. Oui, non, mais je vais faire ça, c'est pas mal. Soit, alors, il faut quand même bien regarder, mais il y a des tutos là-dessus, tu verras. Tu l'appelles, donc ta collection dynamique, elle va s'appeler Aurore boréale. Donc, soit ça va être une collection par an, soit, donc si elle a plusieurs, si dans une collection qui s'appelle Voyage en Norvège, tu veux faire Aurore boréale, bah, tu crées Aurore boréale dans un ensemble de collections qu'il aura fallu faire avant, créer un ensemble de collections qui s'appelle Voyage en Norvège. Et tu fais d'abord le dossier par an, ensuite tu fais un autre dossier, et après, bah, toutes tes photos, les photos que tu aimes bien de la Norvège ont 5 étoiles. Il suffit de dire que la note est supérieure ou égale à 5 étoiles. Voilà. Et à partir de là, tu fais. Ah ben là, j'ai rien sélectionné, donc ce sera New York, donc il n'y a rien. Après, tu peux l'affiner en fonction de ce que tu as fait. Donc, plus on met de détails sur les photos, donc plus on met de mots-clés, plus on met d'étoiles, plus on met de notes. Voilà. Bon, moi, j'ai simplifié, hein, honnêtement. Soit c'est 4 étoiles, soit il n'y a rien. Parce que sinon, commencer à mettre des photos à 1 étoile, les photos à 2 étoiles, les photos à 3 étoiles, uniquement sur un aspect qualitatif, ça n'a pas d'intérêt. Il peut y avoir un intérêt de dire, par exemple, que 1 étoile représenterait la famille, que 2 étoiles représentent les voyages. Mais bon, moi, je ne trouve pas ça très parlant. Donc, en fait, pour l'instant, je fais ça. Le reste des 1, 2, 3 étoiles, ça me permet de faire des sélections, de collections, on va dire, temporaires. Comment on appelle ça? Des collections éphémères. C'est à la mode, le mot éphémère. Faire des collections éphémères pour faire des tris quand on a beaucoup de photos. Bon, voilà. Enfin, bref. Honnêtement, on est sorti du cadre du masque de gamme, mais si ça intéresse. Mais tu as été brillant dans ta démonstration, du coup, ça a été vite. Quelques-uns. Bah, ouais, mais bon, est-ce qu'il fallait aller plus doucement? Est-ce que ça allait bien? Bon, maintenant. Non, c'était clair. Vous prenez le clic. Voilà. On peut s'arrêter maintenant ou est-ce que vous avez d'autres choses à dire, messieurs, dames? Jean-Didier, j'ai un souhait. Est-ce que tu peux me remontrer la photo du coq?
photo du coq. La photo du coq. Dans tes plumes, tu avais un coq. C'est comme une poule, mais avec une crête. Ah non, non, Magnifique. ah non, c'est pas un coq. C'est pas quoi un coq. alors? Celle-là, là? Cette photo-là? Mais non, un Non, non, non. coq. Non, Non, un Dans ta collection dynamique plume, Dans ta collection dynamique. Ah bah, il fallait le dire. je te l'ai dit, un coq. C'est un coq. Oui, Non, mais mais t'as pas dit dans la collection J'ai pas dynamique. dit plume. J'ai dit coq. Jocelyne, le problème, c'est qu'elle est dans la boîte à gants de ta voiture. Et que je ne sais pas si je vais pouvoir. Ah, Voilà. qu'est-ce qu'elle est. Merci, il est magnifique. Oh, Bon. Si. Moi, Oh, il y en a- j'aimerais un peu le fond. Demande à Jean-Michel qu'il te fasse un joli fond bleu. non, mais j'ai pas besoin. Si tu veux voir les photos de coq, là, j'en ai 4. Tu vois, Ah, donc, alors, j'ai- montre. il y a 4 photos de coq. Il y a celle-ci, il y a celle-là, Ouais, très belle aussi. il y a celle-ci. Ah oui. Ah, elle est c'est le même où tu as changé le fond. Là. Alors, ouais, ça, j'ai un projet là-dessus. C'est c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'était un essai. C'est de faire des photos comme ça sur fond noir d'animaux de la ferme et de les encadrer un peu à l'ancienne. Mais il faut que je trouve un nouveau cadre. Mais Et voilà. tu l'as fait après le faux noir. Ah non, j'ai fait sur place. J'ai pris le coq. J'ai dit, tu bouges pas. Après, j'ai pris un Ou alors mon studio. J'ai pris un stylo, j'ai écrit ma signature et je lui ai coupé les pattes parce que j'ai mal cadré. Voilà. Bon, voilà. Michel, j'ai une autre question. J'ai une autre question. Oui. Dans ta colonne de droite, Oui. je vois que tu as des mots-clés et puis tu as des sous-chapitres. Comment tu les réalises? Alors, c'est très simple. On va créer un nouveau mot-clé. Alors, on fait ce qu'on appelle un dossier parent. Donc, je vais faire un nouveau mot-clé. Donc, ici, créer une étiquette de mots-clés. Donc, je vais faire le mot-clé. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait AAA? Ça, c'est moi. Et pourquoi? Non, non, c'était une proposition de nom, mais en fait, on a déjà plein des AAA. Question. Ouais, bah, je vais faire, on va faire l'inverse. On va faire ZZ. Voilà, ZZ, c'est pour qu'ils se retrouvent. Non, mais je vais le faire, je vais mettre 4A. Attends, il n'y en a que 3 pour l'instant. 1, 2, 3, 4. Voilà. AAA, question. D'accord? Comme ça, il arrive en premier. Donc, ici, j'ai créé un mot-clé qui s'appelle AA, question. Parfait. Option d'étiquette, inclure à l'exportation. D'accord? Exporter les mots-clés parents. D'accord? Le mot-clé parent, c'est ça va devenir un mot-clé parent. Je t'explique après. Je fais créer. D'accord? Donc, bon, j'ai pas mis je vais le modifier. Modifier le mot-clé. A, je vais mettre un espace pour avoir les 4 A en premier. Enregistrer. Donc, cette fois, il va passer. Bon, il ne veut pas bouger. C'est pas grave. Donc, on a notre mot-clé qui est ici. Maintenant, je vais faire un autre truc qui s'appelle. Je vais créer un nouveau mot-clé. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je me souviens plus comment on fait. Attends. Supprimer, modifier l'étiquette, créer une étiquette de mots-clés. Voilà, créer étiquette, pardon. Créer étiquette de mots-clés dans AAA question. D'accord? Donc, nom du mot-clé. C'est la surprise. Question con. Ça va être plein. Tu vas jamais avoir assez de place. Excusez-moi. Option de création. Avec une coche. Placée dans AAA question. Tac. Ici arrive une petite flèche là. Je développe. J'ai donc un mot-clé parent qui s'appelle 4A question et un sous-mot-clé qui s'appelle question con. Ouais. D'accord? Si je dis par exemple que ce coq, c'est question con, je coche le coq et en même temps, vous voyez qu'ici, ça a coché le mot-clé parent.
Ça veut dire qu'à la fois, mon mot-clé, il est enregistré dans question con, mais qu'il est également dans tout ce qui est question. Si je clique maintenant, je vais faire un nouveau mot-clé. Je vais faire ici question. Alors, question nulle. Créer. Alors, toujours, il faut bien cocher, placer dans la... Non, tiens, décoche-le. Puis, ah bah, si je le décoche... oui, non, ça va se mettre à côté. Mais après, on peut le dropper pour le remettre dedans. Après. Donc, les questions nulles, bah, c'est classé par ordre alphabétique. Donc, il faut que j'aille à Q. Il faut que j'aille à Q. Alors, le classement alphabétique se fait à partir des mots-clés par an et non pas des sous-mots-clés. Il peut y avoir 3, 4 sous-mots-clés. Hein. On n'est pas obligé d'en avoir qu'un seul. Hein. P, et j'arrive à Q quelque part. Question nulle, vous voyez que c'est là. Donc, je prends... Oh, je dis merde, j'ai oublié de cocher. On clique sur question nulle. On drague, on va jusqu'en haut. On va jusqu'en haut et on met ça. Vous voyez, je le pose dans question. Et là vient se mettre comme sous-mot-clé question nulle. Donc, si je prends mon coq ici, celui-là, je mets dans question nulle, je coche question nulle, et il se trouve dans AA question. Donc, maintenant, je veux voir, si je veux voir toutes les photos des questions cons, je clique sur le nombre de questions. Il ne faut pas cliquer sur le titre, il faut cliquer sur la photo, là, ici. Dans ce cas-là, j'ai une photo, c'est lui la question con, et une photo, c'est lui la question nulle. Si je faisais une collection dynamique questions, dans ce cas-là, si je veux faire une collection dynamique questions, on va le faire tout. Ah, mais je n'ai pas mis les étoiles. Ah, si, il y a les étoiles. Voilà. Donc, il faut que c'est 4A espace question. Je prends une collection dynamique. Je fais ici créer collection dynamique que je vais appeler question. C'est pas dans un ensemble de collections. Elle correspond simplement, je veux que la note soit supérieure ou égale à 4 étoiles, puisqu'elle avait déjà 4 étoiles. Je rajoute un critère et je veux que autre métadonnée mot-clé contient AAA question. Il y a 4 A. Ouais, et en plus, c'est en majuscule. Je ne crois pas que la K se joue. On va recommencer. 1, 2, 3, 4, espace, question. Voilà, j'ai fait créer. J'ai donc une nouvelle collection dynamique qui est ici. Alors, elle est dynamique parce qu'il y a une petite roue là. La petite roue, par rapport à une collection statique, une collection normale, vous avez une boîte avec un petit tiret. Et ici, la même boîte possède une petite roulette qui veut dire que c'est la question dynamique. Si j'appuie sur question, vous voyez que j'ai 2 photos dans question. Donc, on ne sait pas si c'est des questions nulles ou des questions cons. Mais en tout état de cause, si je clique sur question, manque de bol, il y a un coq qui n'avait pas 4 étoiles. Je ne sais pas pourquoi il m'en met. Non, mais il est très fort, Lightroom, parce que là... Tu dois avoir un filtre supplémentaire. Tu vois, en bas à droite, tu as filtre personnalisé. Tu dois avoir autre chose que les filtres. Non, mais tu en as 2 dans ton truc. Pourquoi il me met 2 photos Parce que tu n'as pas la grille. Fais G. Ah, grille. Bah non, il n'y en a qu'une. Ah non, il n'y en a qu'une, c'est bizarre. Attends, je vais aller voir dans coq. Ah, c'est un cas d'école, c'est intéressant. Où ils sont mes coqs? Ici. Tu as un filtre supplémentaire. Peut-être. Un filtre supplémentaire. Ils avaient toujours 4 étoiles. Il y a un filtre supplémentaire quelque part? Non, mais dans ta collection, quand tu étais dans la collection dynamique, tu avais un filtre supplémentaire qui faisait qu'il n'y en avait qu'une sur les 2 qui s'affichait. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais il faut cliquer sur 100 et ça va être bon. Ah ouais, tu as raison. Alors, attends, on va retourner. Ici, question. Ah bah non, il y a les 2 là. Il y a bien les 2, ouais, il y avait un problème de latence. Excusez-moi. Donc voilà. Donc vous avez créé la collection dynamique. Donc dans une rubrique globale question, donc pour, je ne sais pas, Khalil, on peut prendre un exemple qui serait, mettons, voyage. Tu peux très bien avoir l'Éthiopie, le Maroc, machin, etc.
et regrouper tout ça dans une collection dynamique que tu incrémentes au fur et à mesure. Et tu aurais ici, par exemple, la collection dynamique de toutes tes photos de voyage qui viendraient s'incrémenter. Ou pas, tu peux faire qu'une collection statique. Mais bon, vous avez compris le principe. Donc, si après, on veut créer un nouveau mot-clé à l'intérieur d'une sous-machin, on peut très bien créer une étiquette de mots-clés dans Aigrette Garzette qu'on appellerait mortes, par exemple, celles qui sont mortes. Et je le place dans le Aigrette Garzette, qui n'est pas le dossier parent de Plume. Bon, j'ai appelé ça Plume, j'aurais pu appeler ça Oiseau. Enfin bon. Donc ici, je vais créer. Et mon Aigrette Garzette, vous voyez qu'elle prend une petite flèche menu déroulant. Elle comprend 3 photos. Il n'y en a pas encore une dans les mortes, mais ça ne va pas tarder. Et donc, on peut à nouveau créer une collection, un sous-mot-clé. Et si je mets une photo, par exemple, on va dire que celle-ci, qui est un coq, mais ce n'est pas grave, on va le transformer en Aigrette Garzette morte. Si je clique ici, elle vient bien incrémenter la collection, le mot-clé Aigrette Garzette, et en même temps, ça incrémentera la collection Plume. Donc, si je vais, moi, dans ma collection Plume actuellement, je vais retrouver certainement mon Aigrette Garzette morte. Voilà, on les voit ici, vous voyez. Voilà, mon Aigrette Garzette morte. Alors, évidemment, j'ai les 2 collections Plume que j'avais mis avant, et je me retrouve avec l'aigrette morte en plus. Compris? Oui, mais c'est des coques. Compris. Oui, mais c'est des coques. Ouais. C'est vrai. Maintenant, tu n'as plus qu'à faire du ménage dans tout le bordel que tu as mis. C'est pas grave. Comment tu fais pour faire le ménage? Eh bien, tiens, voilà, je viens de cliquer sur morte, par exemple. Tu as cliqué sur morte? Ouais, mais c'est parce que je regardais mon écran, moi. Alors, regarde, je clique droit sur morte, supprimer. Et non pas supprimer ce mot-clé de la photo sélectionnée. Je fais supprimer, ça veut dire supprimer le mot-clé. Hop, supprimer le mot-clé morte. Ce mot-clé est utilisé pour une photo. Donc, dans ce cas-là, je perdrais la relation. Bon, enfin, on s'en fout, là, je fais du ménage. Dans les aigrettes Garzette, par exemple, il n'y en a plus puisque j'avais supprimé. Maintenant, je vais supprimer le mot-clé question. Question, voilà. Et ici, je clique droit sur A question et supprimer. Voilà. Mais attention, il m'existe des mots supplémentaires puisque j'avais mis question con. Lightroom, il est intelligent, il est sympa. Il me dit attention, si tu supprimes A question, tu vas supprimer en même temps les questions cons et les questions nulles. Là, je suis d'accord. Je supprime. Du coup, j'ai une collection dynamique qui, normalement, a dû repasser à 0. Voilà. Je reviens dans la collection dynamique et vous voyez que comme j'ai supprimé les photos qui s'appelaient questions, eh bien, je n'en ai plus dans la collection dynamique. Du coup, mais tu as encore le mot question? Oui, mais je n'en ai pas besoin parce que… non, mais d'accord. J'ai le mot question, mais j'ai plus besoin. J'ai fait ça pour vous montrer comment on faisait. Oui, tu supprimes pareil. Je supprime. Voilà, c'est terminé. C'est facile, hein? Bon, on peut aller manger maintenant? Oui. Bon appétit. Merci beaucoup. Bravo! Bravo! Merci JD. À vendredi. Bravo, et puis, Emmanuel, il faut qu'on se parle cette semaine pour la pause longue. Pardon? Qu'est-ce que c'est vendredi prochain? La pause longue. Alors, si vous voulez des détails, vous avez un forum dans lequel à gauche, il y a une colonne avec oui, mais… non, mais c'est vrai, je ne prends pas le temps d'y aller. Oh, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de temps. Tu peux le faire de ton téléphone. Et franchement, il n'y en a pas pour longtemps. Tu vas sur le forum, tu as programme. Et parce que comme ça, tu peux préparer des questions, tu peux préparer des trucs. Le mot de passe, en fait. Voilà. Le mot de passe, t'en souviens pas? Non, mais tu sais, avec tous les mots de passe qu'on a, à chaque fois que je veux y aller, c'est mon mot de passe. Il faut y aller régulièrement, comme ça, il reste enregistré. Ouais. Ou alors, tu te fais un tableau Excel comme moi avec tous tes mots de passe. Ah ouais, c'est ce que j'aime. Ou alors un petit carnet, parce que les femmes, elles aiment bien avoir des petits carnets. C'est vrai, mais je n'ai pas le carnet à ce moment-là. Donc... Ouais. En fait, je vais vous dire un truc. Hein. Honnêtement, il y a certains sites, c'est intéressant d'avoir les mots de passe, mais il y en a d'autres. Honnêtement, vous pouvez
L'important, c'est d'avoir votre identifiant. Parce que le mot de passe, si vous faites mot de passe oublié, vous pouvez le régénérer systématiquement. Donc, ce n'est pas la peine de s'emmerder, comme moi j'ai fait d'ailleurs depuis le début, avec 350 mots de passe différents. Ouais. Enfin bon, par sécurité, il vaut mieux quand même mettre des mots de passe compliqués et essayer de se les noter quelque part pour les ressortir. Alors, ça dépend de ce qu'on fait et où on va. Je vais supprimer le partage d'écran. Je vais arrêter l'enregistrement, ce qui est alors un autre problème parce que je ne sais pas où c'est. Ah voilà, suspendre. Arrêter l'enregistrement. Il faudra que je coupe, on verra ça. J'arrête d'enregistrer. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.